Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, donc la NMF et ses 390 moulins ici dans votre bureau. Vous n'êtes pas physiquement présent au congrès de la NMF parce que vous avez des obligations, mais vous avez accepté que l'on fasse un entretien sur quelques points assez essentiels. Et donc nous allons échanger ensemble sur quelques-uns de ces sujets. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci à trouver une convergence puisque vous nous connaissez bien, vous connaissez bien la filière céréalière. Depuis ces derniers mois, nous avons quand même connu des périodes très tumultueuses. Le Covid, évidemment, avec des difficultés de distribution. Et malheureusement, depuis le 24 février de l'année dernière, la guerre en Ukraine, donc qui était un choc, bien sûr, pour le pays, pour les populations, mais pour les entreprises, pour nos entreprises. Nos entreprises de la meunerie sont complètement insérées dans la filière céréalière que vous connaissez très bien et elles ont été fortement impactées. Alors nous pourrions dans un premier temps parler un peu de ces sujets d'augmentation très forte et de la capacité de nos entreprises à résister, à être résilientes, à traverser les crises comme celle-ci puisque notre produit est avant tout un produit alimentaire de grande qualité. Peut-être d'abord vous remercier d'être venu jusqu'à moi pour ne pas pouvoir venir jusqu'à vous compte tenu d'un contexte d'agenda qui est effectivement compliqué. D'abord saluer les entreprises de la meunerie française, les 400 moulins, les entreprises qui sont, comme vous l'avez dit, constituées de petites et moyennes entreprises, de plus grands groupes, de coopératives, 2 milliards de chiffre d'affaires, 6 000 emplois directs, Exactement. si j'ai bonne mémoire, près de 50 000 emplois indirects. Oui. C'est dire si ça pèse lourd. Ça pèse lourd à la fois dans la filière céréalière, mais ça pèse lourd dans l'économie du pays. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une filière qui a traversé, et c'est un secteur qui a traversé des crises nombreuses. D'abord, la crise Covid, quand même, il faut saluer la résilience à l'époque de cette filière pour assurer l'approvisionnement des Français. Et peut-être une première prise de conscience qui a été celle des Français de la capacité qu'ont nos filières agroalimentaires, celles-ci comme d'autres, de résister à un choc comme celui d'un confinement généralisé du monde. Au fond, oui. C'est ça ce qui s'est passé. Et puis deuxième crise et deuxième choc, et tout ça en moins de 2 ans, qui est le choc de la guerre en Ukraine au mois de février 2022, qui a eu comme premier effet de faire augmenter de façon vertigineuse le prix des céréales, de désorganiser les marchés, et puis concomitamment de désorganiser aussi les marchés des engrais, et avec un chemin inverse sur le prix des céréales, et donc ça a mis en tension évidemment l'ensemble de la filière, plus un troisième élément, qui est le coût énergétique qui a pesé lourdement sur ces domaines. Alors qu'est-ce qu'on a essayé de faire et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? On a essayé à la fois sur l'amont, d'essayer de regarder dans quelle mesure on pouvait travailler dans le cadre des plans Ukraine pour améliorer la résilience des systèmes. Sur la question de l'aval, des dispositifs qui ont été mis en place, qui ont été forcément imparfaits, on en avait parlé avec vous, pour essayer d'amortir. Mais amortir, ça n'est pas résoudre totalement les sujets. Non. Et il y a eu évidemment un impact sur les prix. Moi, je suis de ceux qui pensent que parce que ça a un coût, ça a un prix. Et qu'on peut à la fois dire qu'on est vigilant sur les questions d'inflation, mais parce que ça a un coût, il faut que chacun puisse trouver sa rémunération, parce que si les agriculteurs, les céréaliers ne trouvent pas leur rémunération, et si les filières en aval ne trouvent pas leur rémunération, c'est l'ensemble du dispositif qui est en choc, et si l'aval ne fonctionne plus, l'amont ne fonctionnera pas non plus. Et donc on a un besoin dans le discours public et dans le débat public de le faire. Puis un troisième sujet, me semble-t-il, et là c'est la question de la résilience, c'est comment on organise mieux la résilience du système. Et ça m'amène au sujet y compris de la décarbonation. Comment on fait en sorte que nos filières, cette filière de la meunerie, soit moins dépendante d'une énergie qui est produite ailleurs, et dont on voit bien qu'elle va être volatile sur le long terme, parce que la crise et les dérèglements géopolitiques sont des dérèglements qui sont de long terme, en tout cas de moyen terme au moins, et comment on essaie d'engager cette filière aussi vers un système qui soit plus résilient et qui permette de mieux résister aux chocs. On travaille dans France 2030 pour accompagner des innovations, mais l'innovation, ce n'est pas forcément des innovations de rupture, mais c'est le changement de modèle, y compris sur les questions énergétiques. Voilà des sujets qu'on a sur la table avec vous, me semble-t-il. Alors, je vais rebondir parce que vous avez évoqué le sujet énergie. Et nos entreprises de la meunerie, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, mais en tout cas en agroalimentaire et dans la meunerie française, les entreprises utilisent l'électricité. Et donc, ce sujet a été vraiment un choc de plein fouet. Et ce qui est très difficile, parce que la mécanique des aides a été mise en place, c'est vrai, mais ce qui est très difficile, c'est pour des entreprises de petite taille, l'accès finalement au guichet et finalement le chemin assez simple pour obtenir des aides directes. Nous avions signé et envoyé, je dirais, un message fort au sein de toutes nos filières pour demander à ce que la France finalement plafonne. Bon, ça n'a pas été possible
pour des raisons un peu de compatibilité européenne. Mais je puis vous dire que pour les entreprises de meunerie, le choc de l'énergie est un choc extrêmement brutal. Et c'est pour cela que, sans être trop taquin, Monsieur le Ministre, mais quand j'entends ou je lis qu'il faudrait que beaucoup de produits alimentaires baissent le plus rapidement possible, je me dis, prenons du temps, regardons le marché des céréales, regardons le marché de l'engrais, parce que finalement, la chaîne des coûts, elle se fait sur toute une longueur. Au final, c'est juste, et c'est ce qu'il faut dire d'abord. Et puis, deuxième élément, dire que j'ai assisté aux négociations, à la revoyure des négociations au printemps 2022. On a bien vu que parfois, il y avait beaucoup de temps pour procéder aux hausses. Oui. Et j'entends certains qui veulent aller très vite pour procéder aux baisses. Je crois que nous entendons les mêmes. Et je pense que nous entendons les mêmes. Et quand vous achetez du blé à un prix, quand vous achetez de l'énergie n'a pas encore baissé. Elle a commencé à baisser, mais elle n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant-crise ukrainienne. Quand vous achetez des emballages, ils sont achetés au moment où sans doute ils ont été le plus chers. On ne peut pas réclamer sans regarder, sans distinguer, sans regarder quelle catégorie de produits, quelle catégorie de marques sont concernées, les efforts que peuvent faire les uns ou les autres. Donc chacun doit faire sa part d'effort, vous l'avez fait d'ailleurs. Il me semble que la grande distribution doit faire sa part d'effort et qu'il faut qu'elle entende, comme nous tous, que pour que la filière tienne, il ne faut pas qu'on demande aux gens de produire en perdant de l'argent, parce que sinon ça marche, dans le système économique, ça ne marche pas, ça. Et donc on a besoin, je partage tout à fait votre point de vue, c'est ce que je fais d'ailleurs, y compris dans le débat public, de dire, il y a peut-être des endroits où ça peut se justifier, compte tenu d'un retournement qui est très avéré, mais il y a des endroits en particulier dans le secteur que vous représentez, où la baisse n'est pas aussi avérée que ça, parce qu'il y a d'autres contingences, les emballages restent très élevés parce qu'ils ont été achetés, je le répète, l'an dernier, l'énergie reste très élevée, il y a des contrats qui ont été signés, parfois ou renouvelés pour 12 mois ou 36 mois, et donc on a encore des facteurs énergétiques qui pèsent lourd. Il ne faut pas simplement se baser sur le prix des céréales, sans compter que par ailleurs le prix des céréales, il est à pondérer aussi du prix des engrais qui a fortement augmenté. Donc pour produire un quintal ou une tonne de céréales, on a des coûts de production qui sont plus élevés aujourd'hui qu'ils n'étaient en 2022. Et donc c'est tout ça qui doit faire un prix et faire une négociation, me semble-t-il. Alors le thème de notre convention est défi blé et donc utilisation du blé, bien entendu, à horizon 2040. Et donc, nous avons eu de très beaux plateaux. Alors, par anticipation, je sais que les plateaux vont être de très bonne qualité, notamment autour de la projection un petit peu de la sole blé, en fonction évidemment du changement climatique, mais aussi en fonction des innovations possibles de la sélection variétale. Et pour les meuniers, d'ailleurs pour tous les utilisateurs de céréales, quels qu'ils soient, mais en tout cas pour les meuniers et pour tout le blé qui est utilisé, l'innovation variétale est extrêmement importante et capitale, fondamentale. Si nous voulons utiliser beaucoup moins de solutions chimiques, il faut avoir beaucoup plus de solutions non chimiques. Et dans les solutions non chimiques, la génétique, la sélection variétale est un élément essentiel. Nous aimerions avoir vraiment l'avis et la position de votre ministère et bien entendu du gouvernement, parce qu'il s'agit vraiment du travail sur le temps long. Alors d'abord, plusieurs choses. L'amélioration, y compris de l'alimentation de nos concitoyens, c'est un travail qui est engagé depuis très longtemps, et c'est par la sélection variétale, c'est par, à l'époque, un certain nombre de produits phytosanitaires qu'on y est parvenu. Et ne pas acter ce qui a été fait de bien ces dernières décennies serait une erreur. Deuxième élément de réflexion, j'entends beaucoup de gens, ou un certain nombre de gens, plutôt minoritaires si je suis très honnête, qui refusent au fond à l'agriculture le progrès technique ou le progrès technologique, et qui donneraient le sentiment que la seule voie, c'est le retour en arrière. Et le retour en arrière, d'ailleurs, très en arrière d'une certaine façon. Or, on a besoin de progrès technologique et de progrès technique. On a besoin de progrès technique pour répondre à deux enjeux. L'enjeu d'une tendance générale qu'on essaie de tenir de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, mais ça ne marche que si on a des alternatives. Et puis l'enjeu du dérèglement climatique, qui va faire peser une pression lourde pour la production de céréales, et céréales de qualité et en quantité. Et donc c'est là qu'on arrive sur la question des NBT ou des NGT, les nouvelles techniques génomiques, qui sont très prometteuses parce qu'elles permettent d'accélérer des processus qui pourraient se passer à l'échelle plutôt du millénaire ou même un peu plus parfois, mais ça permet d'accélérer d'un point de vue technique des processus qui se seraient faits naturellement. Exactement. Sortir d'un débat qui est un débat caricatural dans lequel certains veulent nous emmener, qui est un débat OGM, pas OGM, parce que ça n'est pas du tout la même technologie. Et donc on a besoin que les agriculteurs français et européens accèdent à ces nouvelles technologies qui sont désormais déjà utilisées dans un certain nombre de pays du monde, qui sont développées dans un certain nombre de pays du monde. Donc la position du gouvernement, la position du ministre de l'Agriculture, du ministère de l'Agriculture, elle est simple, c'est qu'il faut qu'on ait accès à ces nouvelles techniques génomiques, dès lors qu'elles permettent la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires ou de répondre à d'autres enjeux, je pense aux enjeux
de la réduction de la consommation en eau ou de la résilience des céréales à l'accès face à une question pluviométrique qui est beaucoup plus difficile désormais. On voit bien les phénomènes météorologiques qui s'amplifient, qui font que ça fait une pression. Et donc, je suis assez heureux parce que je pense qu'on aboutit là, alors on va voir le texte, il faut être toujours prudent dans les affaires européennes, mais nous devrions avoir au début du mois de juillet, on a beaucoup fait pression côté France avec un certain nombre de collègues, parce qu'au niveau européen, il faut trouver des partenaires, pour que nous ayons enfin un texte au niveau européen qui puisse être débattu. Il devrait être déposé sur la table du Conseil le 5 juillet ou autour du 5 juillet prochain, et ça me permet de répondre à cette question en disant, je crois que nous avons avancé dans l'année qui vient de s'écouler sur cette question-là, pour que le collège des commissaires, que la Commission européenne fasse enfin une proposition, parce qu'on ne peut pas à la fois nous demander de travailler sur des alternatives aux produits phytosanitaires et qu'on ne nous donne pas les moyens de l'alternative aux produits phytosanitaires. Donc le débat va démarrer à partir de juillet, et je nous invite collectivement à nous en saisir, mais je pense qu'on part sur les mêmes bases, c'est-à-dire il faut que ça serve une cause simple, la souveraineté, la qualité et la résilience, en particulier des céréales, mais pas seulement des céréales. Un grand merci, Monsieur le Ministre, et en espérant que l'année prochaine, il y aura un prochain congrès de la meunerie. Absolument, je n'en doute pas. Merci. Merci beaucoup.